Mesdames, Messieurs, chers collègues et partenaires, je suis très heureuse de vous accueillir aux rencontres de l'IFAC, organisées par l'Institut fédératif des addictions comportementales du CHU de Nantes. Cette 5e édition se tient dans un contexte où les jeux d'argent, et en particulier les paris sportifs en ligne, occupent une place croissante dans le quotidien des Français, en particulier des jeunes, transformant profondément les enjeux de prévention et de régulation. Avant d'aborder la thématique centrale du jour, il me semble important de rappeler quelques éléments épidémiologiques qui fondent notre réflexion. Depuis l'ouverture à la concurrence du marché des jeux d'argent en ligne en 2010, la prévalence du jeu problématique a doublé en France. Les paris sportifs sont aujourd'hui en plein essor. Ils représentent plus de la moitié de la croissance du marché des jeux des dernières années. Une croissance très largement portée par le numérique et par un marketing particulièrement efficace, intensif et ciblé, notamment auprès des jeunes. Le profil des joueurs problématiques est désormais bien documenté, des hommes jeunes, souvent issus de milieux sociaux modestes, avec une forte exposition aux contenus numériques et aux réseaux sociaux. Ce constat épidémiologique trouve un écho très clair dans nos pratiques cliniques. Au CHU de Nantes, où nous disposons depuis près de 20 ans d'une filière de soins spécialisée dans la prise en charge du jeu d'argent pathologique, nous avons constitué une cohorte de patients, plus de 450 inclus à ce jour, pour lesquels nous procédons à des évaluations répétées au fil du temps. Un grand nombre de caractéristiques cliniques et de déterminants sociaux sont ainsi recueillis de façon standardisée. Nos données montrent des évolutions particulièrement préoccupantes, un rajeunissement net de notre file active, la proportion des moins de 25 ans a doublé en seulement 8 ans, une prédilection pour les paris sportifs en ligne, une initiation précoce à la pratique des jeux et des habitudes qui sont rapidement installées malgré l'interdiction de vente de jeux aux mineurs, un trouble addictif plus sévère avec l'augmentation marquée des mises et un impact scolaire ou professionnel, et la fréquence des antécédents de tentatives de suicide remarquablement élevée pour une population si jeune et si masculine. Ces jeunes présentent des trajectoires spécifiques différentes de celles des générations précédentes, avec une entrée dans le jeu plus précoce via des supports entièrement numériques, avec une exposition massive aux paris sportifs, aux notifications, aux offres promotionnelles et désormais aux influenceurs, qui constitue un vecteur central de normalisation et d'incitation. C'est précisément cette rencontre entre pratique des jeux d'argent, réseaux sociaux et influence commerciale qui nous réunit aujourd'hui. Les formats contemporains de communication brouillent les frontières entre divertissement, recommandation et promotion, rendant la prévention plus complexe et exigeant des outils nouveaux. Dans ce cadre, il est essentiel de pouvoir compter sur des analyses expertes et complémentaires, et nous avons l'honneur d'en bénéficier aujourd'hui. Nous accueillerons tout d'abord Arthur Delaporte, député du Calvados, artisan de la loi de 2023 sur l'encadrement de l'influence commerciale. Cette loi, en introduisant l'interdiction de promotion des jeux d'argent par les influenceurs hors cadre réglementé, la transparence sur les partenariats, l'encadrement des pratiques trompeuses et la possibilité de sanctionner la promotion mensongère, constitue une avancée structurante. Elle marque un premier pas pour limiter l'exposition des jeunes et poser les bases d'une régulation adaptée aux environnements numériques. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Karine Galopel-Morvan, professeure à l'École des hautes études en santé publique, spécialiste du marketing social et des déterminants commerciaux de la santé. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de travailler avec elle il y a un peu plus de 10 ans dans le cadre de l'expertise collective INSERM sur les conduites addictives chez les adolescents. Elle y avait rédigé un chapitre particulièrement éclairant sur l'influence du marketing et de la publicité des industriels de l'alcool et du tabac sur les jeunes. À cette époque, il n'existait aucune recherche analogue sur les jeux d'argent. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Les jeunes sont devenus une cible privilégiée de l'industrie du jeu. Et les travaux de Karine sont plus que jamais essentiels pour comprendre les mécanismes d'influence et imaginer un marketing social capable de contrebalancer les messages incitatifs. À l'IFAC, nous sommes convaincus que c'est en mobilisant ensemble chercheurs, cliniciens, acteurs de la santé publique, régulateurs, législateurs,
que nous pourrons concevoir des réponses adaptées à ces nouveaux enjeux. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants, l'équipe organisatrice et chacun d'entre vous pour votre engagement. Je vous souhaite une très bonne après-midi, stimulante, porteuse de perspectives d'action et très belle conférence à tous. Nous allons écouter Arthur Delaporte. Merci beaucoup. Merci Madame la professeure, Mesdames et Messieurs. Je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation et commencer par vous prier de m'excuser de ne pas pouvoir être présent physiquement, même si voilà, j'aurais vraiment apprécié être devant vous aujourd'hui en chair et en os. Mais je tenais néanmoins à participer à cette rencontre parce que le sujet que vous abordez est central. C'est un sujet de santé publique et surtout c'est un fléau qui est croissant en termes d'impact et en particulier, vous l'avez dit à l'instant, d'impact sur les jeunes. Aujourd'hui, l'industrie des jeux d'argent utilise les outils les plus efficaces du marketing digital pour façonner des comportements de jeu qui conduisent parfois, et bien trop souvent par ailleurs, à une perte de contrôle. Pour commencer, je reviendrai peut-être sur une scène qui m'a marqué personnellement au moment de l'examen, de la préparation de la loi influenceur. On a reçu une table ronde avec différents opérateurs de jeux et en particulier le PMU qui voulait nous expliquer à quel point ils étaient très forts pour ce qui était de la prévention des addictions. Et donc, ils nous disent, bah oui, vous voyez, on utilise des influenceurs comme Griezmann, mais ils véhiculent aussi des messages sanitaires. Et donc là, il tourne son ordi, il nous montre une vidéo promotionnelle de PMU avec Griezmann qui dit, finalement, les jeux, les paris, c'est comme le sport, il faut savoir faire des pauses. Et là, il fait un petit sourire satisfait, il dit, vous voyez, quand même, voilà, super message de prévention. Je dis, ah oui, excellent. Excellent, vous avez réussi à nous montrer exactement ce qu'on dénonce, c'est-à-dire l'identification à une figure de référence, une star, Griezmann, et puis à côté de ça, vous avez un message de prévention qui n'en est absolument pas un, puisque ce n'est que dire que, regardez, il faut quand même faire du sport derrière, on fait une pause et puis on reprend. Donc, voilà, exactement aucun effet, et surtout, aujourd'hui, une absence de réelle action de prévention avec des opérateurs qui profitent des clivages brouillés, et aussi de la pénétration de cette industrie des jeux paris sportifs en ligne dans l'univers du foot business. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle arène de foot pour voir des pubs pour Betclic, Winamax, et même l'espace publicitaire de manière générale en est envahi. Ici, voilà, on a un brouillage total des codes avec des footballeurs parmi les plus populaires, des sportifs, des personnes connues et qui jouent en fait sur la proximité, la sympathie, le rire, la réussite même, puisqu'ils l'incarnent, sans aucun message d'alerte réel. Et là, en l'occurrence, on nous disait que c'était un outil de santé publique. Plus les frontières sont brouillées, plus les jeunes sont vulnérables. Et c'est exactement ce que montrent les rapports de l'ANJ et d'Addiction France. Donc les chiffres sont clairs. Quand on regarde le rapport d'Addiction France qui est sorti il y a 2 mois maintenant, sur 2329 contenus publicitaires qui ont été analysés, 63% avaient été produits par des influenceurs et 1 sur 3 ne respectait pas les règles de l'autorité nationale des jeux. Et 80% ne contenait aucun message sanitaire, alors normalement que c'est obligatoire. En parallèle de ça, de cette publicité par des influenceurs hors cadre, on a, alors je précise que c'était au moment où la loi influenceur était en train d'être votée, mais ça n'a pas forcément tellement changé depuis, on a une explosion des investissements promotionnels. C'était 670 millions d'euros investis par l'industrie en 2024, plus 11% en 2025, alors même que on aurait pu considérer qu'en 2024, par exemple, avec les Jeux Olympiques ou d'autres grands événements sportifs, il y aurait eu un pic. Et parmi ceux-là, parmi les publics visés, les plus jeunes, évidemment, étaient les plus touchés, et avec 20% des garçons de 17 ans qui déclaraient avoir parié dans l'année en cours. Alors une chose est simple, le marketing des paris sportifs, c'est pas un simple encart publicitaire, c'est un environnement qui s'intègre dans la vie numérique des jeunes. Les paris sont normalisés,
banalisé, présenté comme un geste social cool, comme un rite sportif et parfois même comme une compétence. Certains jeunes et moins jeunes disent d'ailleurs qu'ils se sentent à l'aise quand ils ont des résultats. Ben voilà, ils continuent à jouer parce qu'ils se disent qu'ils vont continuer à gagner. Et pendant que cet univers se déploie, les repères, évidemment, des adolescents s'effondrent. Néanmoins, je voudrais quand même dire qu'il s'est passé des choses, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre introduction, il y a un cadre. Il y a déjà un cadre général, celui qui encadre la publicité pour les paris sportifs, mais il y a un cadre qui s'est renforcé avec la loi influenceur en 2023, où on a été nous-mêmes confrontés à ce monde, et face aussi aux lobbies qui refusaient toute régulation. On a dû convaincre qu'il fallait une régulation spécifique sur les jeux d'argent, même si on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on aurait voulu. Moi, j'aurais voulu une interdiction stricte de la publicité des jeux d'argent par les influenceurs, comme cela peut exister en Espagne, avec une différence néanmoins, c'est que sont considérés en Espagne les influenceurs comme ceux qui ont des très très gros comptes, et donc finalement c'est une population extrêmement réduite. Mais nous, en France, on a dit qu'on devenait influenceur à partir du moment où on touchait le moindre centime d'argent ou de contrepartie pour faire de la publicité. Mais au-delà de cette différence, voilà, l'Espagne a été plus loin, par exemple, en interdisant à tous les influenceurs identifiés comme tels, donc voilà, les gens influents finalement, de produire de la publicité pour les jeux et paris sportifs. Nous, face à ces réticences à l'Assemblée nationale, en fait, en commission, on s'est fait supprimer l'article qui prévoyait l'interdiction. Et donc, on a trouvé un mécanisme un peu différent. On a mis en place une interdiction à partir du moment où on ne peut pas restreindre la portée de la publication aux mineurs, étant donné que la publicité est interdite aux mineurs. Parce que les influenceurs nous disaient, oui, mais regardez, je n'ai que 13%, 9%, 8% de mineurs dans mon audience. Et donc, c'est vraiment minoritaire. Sauf que quand vous êtes Griezmann, que vous avez, je sais pas, 3, 4, 5 millions de personnes qui vous suivent à minima sur des réseaux sociaux, déjà, si c'est 11%, ben, en fait, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Et par ailleurs, aujourd'hui, on fait très bien, et je le sais aussi pour avoir été président de la commission d'enquête sur TikTok, qu'un tiers seulement des mineurs sont identifiés comme tels sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça va totalement fausser les statistiques de la plateforme, puisque 2 tiers des mineurs vont être déclarés comme des majeurs. Donc c'est évidemment, il suffirait de multiplier par 3. Quand on dit j'ai un tiers de mineurs, enfin j'ai 10% qui regardent mes publications, en fait j'ai potentiellement jusqu'à 30% de mineurs qui regardent mes publications. Donc voilà, il faut une interdiction stricte de la publicité pour les mineurs, et c'est ce qu'a dit la loi influenceur, en disant que si des mineurs peuvent regarder les publications des influenceurs, alors on ne peut pas les regarder. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'attente d'un référentiel de l'ARCOM pour pouvoir pleinement appliquer cette interdiction, c'est-à-dire le par défaut, c'est interdit, et si on peut restreindre la portée de la publication, alors, au seul majeur, alors c'est autorisé. Certains députés, pour s'opposer à l'interdiction large, disaient qu'il y avait des risques de distorsion de concurrence avec d'autres médias, mais finalement, les réseaux sociaux, c'est pas simplement un panneau dans le métro, ou un spot à la télévision. C'est un contenu interstitiel, c'est un contenu algorithmique qui est poussé justement pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur. Il est impossible, il est dur à éviter, et par ailleurs, comme il est propulsé par un individu, il y a un lien de confiance bien plus fort qu'une publicité traditionnelle dans l'espace public. Donc voilà, c'est un lien plus efficace, c'est pour ça qu'il faut une régulation spécifique. Dans ce contexte, voilà, on a obtenu des avancées. Je vous l'ai dit, la première, c'est l'obligation de protéger les mineurs avec ce mécanisme, mais c'est évidemment pas suffisant. Pour autant, ça oblige les opérateurs à sortir du ni vu ni connu et de cette espèce d'excuse de dire que c'est simplement une minorité qui regarde les contenus. Le deuxième élément qu'on a obtenu dans la loi influenceur, c'est l'interdiction de promouvoir des abonnements à des services de pronostic. C'est indispensable. Et d'ailleurs, ce qu'on peut appeler aussi les tipsters sont souvent dans des zones grises ou totalement dans le noir. Ils vendaient des abonnements à des conseils en profitant de la naïveté des plus jeunes et jouaient finalement un rôle d'aspirateur à Paris. Le problème, c'est que cette interdiction est encore trop peu appliquée et que les moyens de contrôle ne sont pas à la hauteur. Je l'ai dit, aujourd'hui, on est finalement dans une situation où on a des acteurs économiques qui se félicitent de messages de prévention, alors qu'ils sont en fait les principaux responsables de ces campagnes envahissantes qui touchent les mineurs, qui sont finalement une véritable vache à lait. Et à côté de ça,
à côté de ces lobbies qui sont extrêmement puissants et qui, comme PMU, disposent de relais très actifs à l'échelle locale, puisque PMU, finalement, c'est aussi quelque chose qui finance des bars partout en France. C'est le financement de l'industrie hippique. Et donc, beaucoup de parlementaires sont très sensibles à ces arguments qui sont à la fois économiques, d'aménagement du territoire, etc., et qui viennent se confronter à un impératif de santé publique qui est la protection des consommateurs. Et face à ça, face à ces lobbies, les moyens des autorités sont extrêmement faibles. L'autorité nationale des jeux, c'est une soixantaine d'agents pour contrôler un marché de 14 milliards d'euros. La DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui suit les influenceurs, qui a contrôlé un peu moins de 300 comptes en 2024, face à environ 150 000 influenceurs, et face à, par exemple, 60 influenceurs spécialisés dans les paris sportifs, qui, eux, peuvent toucher à eux seuls 33 millions d'internautes. Donc voilà, on est extrêmement loin du compte parce que je vous dis, c'est 60. La DGCCRF, c'est 12 agents, pardon, je ne vous ai pas dit, qui s'occupent vraiment de la brigade numérique, mais c'est le contrôle de toute l'influence commerciale et pas seulement, évidemment, de l'influence sur les paris et jeux d'argent. Donc il ne faut pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. L'État, la puissance publique est sous-dimensionnée par rapport à la puissance d'acteurs qui utilisent les réseaux sociaux comme des accélérateurs de dépendance. Alors, même si voilà, je ne pourrais pas écouter tous vos échanges, mais voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui et quelques pistes sur lesquelles je serais évidemment ravi de discuter. Aujourd'hui, on sait très bien que le marketing numérique, c'est un système qui est extrêmement contagieux. Contagieux parce que l'algorithme fonctionne, je le dis, de manière à capter les préférences des individus, mais c'est aussi, quand ça marche, quelque chose qui va être relayé auprès des pairs ou de ceux qui ont des comportements similaires. Les vidéos courtes, les stories, les lives, les paris du jour, ça fait partie de l'univers des jeunes, des 15-25 ans en particulier. Et à côté de ça, cet univers est lié aussi à un univers réel, en particulier pour le monde des paris sportifs avec un univers de sportifs qui sont eux-mêmes sponsorisés et donc qui vont être des porte-étendards nuit et jour, enfin, dès qu'ils sortiront avec leur maillot, de cette industrie du jeu. Et donc, aujourd'hui, eh bien, en fait, on a des leviers d'aspiration multiples, influenceurs, streamers, musiciens, sportifs, qui contribuent, je l'ai dit tout à l'heure, à normaliser, valoriser et véhiculer un récit qui se fonde à la fois sur l'idée du gain facile, sur l'idée de bonus aussi, sur l'idée de maîtrise, sur l'adrénaline, sur la réussite. Bref, il y a une confusion entre le pari et le sport, avec voilà, l'idée qu'on peut devenir riche et, je le disais tout à l'heure, s'amuser tout en faisant preuve d'une compétence. Et ça, pour en avoir discuté encore récemment avec un parieur parce qu'il est tombé dans une spirale addictive extrêmement forte, qu'il s'est endetté à plusieurs dizaines de milliers d'euros alors même qu'il avait commencé à parier autour de 16 ans. Aujourd'hui, voilà, il m'explique à quel point ce sentiment de compétence a contribué aussi à l'entretenir dans cette spirale. Je dis par ailleurs que, en général, ceux qui réussissent le mieux sont aussi parfois ceux qui ont le plus de mal à se faire payer leurs gains. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de joueurs qui se sont retournés contre les plateformes parce qu'ils s'étaient retrouvés plus ou moins bannis ou refusé de leur verser les gains. Voilà. Donc bon, il y a tout un sujet où, pour maximiser les profits, les plateformes voilà, essaient d'évincer les joueurs les plus performants, entre guillemets. Au-delà de ça, donc ce que je viens de décrire, tous ces mécanismes de fun, d'adrénaline, de compétences, ça participe à la fabrication de la perte de contrôle. Aujourd'hui, on estime que 63% du produit brut des opérateurs vient de joueurs qui sont en perte de contrôle. Ça devrait suffire à nous alerter collectivement. C'est-à-dire que plus de la moitié de ceux qui jouent ne maîtrisent pas leur jeu. C'est un secteur qui prospère sur la vulnérabilité et aucunement sur la compétence, donc sur la rationalité. C'est tout l'inverse, c'est voilà, ces mécanismes psychoactifs qui sont mis en place, qui visent voilà, à encourager finalement les addictions. La première cible, on l'a vu, ce sont les jeunes, les mineurs, malgré la loi. Et Addiction France l'a montré d'ailleurs en créant un compte mineur. 15% des publicités touchaient un profil qui devait théoriquement être protégé. Alors aujourd'hui, alors que c'est chez les jeunes que progressent le plus ces pratiques de jeu problématiques, eh bien, on peut se dire comment est-ce qu'on fait
pour juguler ça. J'ai déjà évoqué donc ce que la loi a mis en place, mais que c'est insuffisant. On peut essayer de faire un parallèle avec l'alcool, puisque finalement, les logiques marketing sont globalement les mêmes. Même aujourd'hui, l'industrie de l'alcool continue d'utiliser des influenceurs, des formats courts, d'essayer de mettre en scène de façon festive ou en tout cas en détournant les principes de la loi E20. Mais malgré tout, il y a un cadre strict, un cadre clair qui est celui de la loi E20 et qui peut être rappelé. On n'a pas le droit d'associer à la réussite, on n'a pas le droit d'associer à l'image de la fête, on n'a pas le droit d'associer non plus à l'idée du voyage. Et d'ailleurs, c'est un peu déjà le cas pour les jeux d'argent. Par exemple, moi, je m'interroge sur une des publicités de Winamax qui disait au début de l'année une campagne sur viser la Lune et avec des codes de l'univers des enfants. Et ben normalement, on n'a pas le droit d'utiliser les codes de l'univers des enfants. Donc voilà, moi j'ai saisi la NT sur cette campagne, donc je ne sais pas encore ce qu'il en est. Mais voilà, il faut continuer à renforcer ce cadre et se dire que l'une des pistes, c'est sans doute une loi E20 avec une interdiction plus stricte de cette publicité. Maintenant, il y a aussi un sujet de meilleur contrôle des opérateurs. Aujourd'hui, c'est un sujet récurrent, je le disais, ils refusent de payer des gros gains, ils prétendent des fraudes ou des irrégularités, mais au-delà de ça, les opérateurs, finalement, croient que comme ils sont assez peu sanctionnés, les choses sont impunies. Ça doit cesser. Il faut renforcer, pour finir, les leviers. Au-delà d'un modèle qui aujourd'hui repose sur l'autorégulation, de régulation stricte. Une des choses, c'est qu'il faut, à mon sens, interdire totalement la publicité des jeux d'argent par des influenceurs. Et donc, du coup, plus on arrivera à faire pression en termes d'opinion publique pour sensibiliser notamment mes collègues qui sont sensibles aussi aux contre-arguments du PMU, qu'il y a un enjeu de protection des utilisateurs, il faut qu'on arrive à avancer ça. C'est un enjeu éthique et évidemment un enjeu de santé publique majeur. Il faut aussi aller au-delà du monde numérique en interdisant les publicités pour les jeux d'argent avant, pendant et après les matchs de foot, puisque c'est dans cet univers-là aussi qu'on va être confronté à des pubs pour des opérateurs de jeux. C'est déjà le cas dans les stades en Italie, par exemple, et il faut envisager peut-être même d'interdire les publicités dans l'espace public dans un périmètre autour de ces stades et éventuellement aussi autour des écoles. Il faut, je le disais, envisager donc une loi E20 pour les paris sportifs avec donc des règles sur l'absence d'humour, l'absence de référence à la fête, l'absence de promesses de gains, l'absence d'association avec des célébrités et des spots de prévention immédiatement après la publicité, pas simplement un petit bandeau jaune illisible en bas des contenus. Enfin, il faut interdire tout ce qui va être le système de gratification qui est mis en place sur les applications. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des bonus, on peut avoir des free bets, donc ça veut dire on peut parier gratuitement ou avoir l'impression de parier gratuitement. Et aujourd'hui, tous ces systèmes de bonus, venez, vos 10 euros, vos 10 premiers euros offerts, ne font qu'inciter au jeu. Et ça représente d'ailleurs, ces systèmes de bonus, environ 60% du budget promotionnel des opérateurs. Ça ressemble aussi à une stratégie qui était celle des cigarettiers, par exemple, à une époque où ils distribuaient des cigarettes gratuitement. Là, on vous distribue de quoi parier en apparence gratuitement, sauf que évidemment, c'est ça qui génère de l'addiction. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut envisager. C'est par exemple l'idée que quand on se rend dans un bureau de tabac et qu'on s'est interdit de jeux en ligne, en fait, on peut continuer à parier. Et en fait, ça, c'est plus possible. Il faut que dans les bureaux de tabac, comme dans les casinos, on puisse interroger le fichier des interdits de jeu. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, du coup, ceux qui sont accros, ils continuent par tous les moyens. Et donc, là où, même s'ils se sont interdits volontairement, là où ils continuent d'avoir des accès. Pour appliquer tout ça, il faut évidemment renforcer les pouvoirs de la puissance publique qui sont dérisoires, je l'ai dit, et donc en particulier ceux de l'Autorité nationale des jeux, ceux de la DGCCRF, parce que sans moyens humains, il n'y aura pas de protection solide. Il faut évidemment aussi doter, et en ce moment je travaille un rapport pour le gouvernement sur le sujet, ces institutions d'outils numériques adaptés, et en particulier de capacités de scrapping, c'est-à-dire de capacité de collecter des données des influenceurs pour pouvoir mieux les suivre, mieux les contrôler et mieux les punir. Il faut aussi véhiculer un contre-récit en essayant de dire qu'on ne régulera pas seulement par l'interdit, mais aussi par des campagnes publiques, et donc
sensibiliser plus largement aux conséquences de ces addictions. Donc il faut utiliser des témoignages, faire intervenir dans les lycées des influenceurs, pas les influenceurs, les victimes qui aujourd'hui peuvent témoigner de leurs défis. Et moi, je pense notamment à Nicolas H, que je fais témoigner dans ma circonscription et qui avait donc demain soir et qui avait lui-même témoigné au colloque Addiction France, et avoir un discours sportif qui ne valorise pas le pari, mais le jeu sur le terrain. Et ça, c'est essentiel aussi. Il faut tresser des partenariats avec les institutions sportives pour les sensibiliser à la gravité de ces publicités qui touchent d'abord les jeunes et aussi, je ne l'ai pas dit, mais les jeunes issus des milieux les plus populaires. Je finirai aussi par la nécessité d'encadrer plus largement les plateformes de réseaux sociaux qui s'appuient aussi sur ces systèmes de gamification pour encourager ces dépendances psycho-affectives à un univers du jeu. Si vous allez sur TikTok, eh bien, en fait, vous êtes quasiment comme dans un casino quand vous allez sur les lives, vous jouez et vous faites des paris aussi, ou quasiment sur vous êtes dans des équipes avec des influenceurs qui font des matchs les uns contre les autres et vous leur donnez de l'argent, voilà, en espérant avoir des rétributions symboliques, certes, mais qui sont des rétributions liées à votre nom qui est proclamé et au fait que votre influenceur, votre équipe va gagner. Donc, en fait, on retrouve aussi ces limites similaires sur les live matchs sur TikTok qui doivent impérativement être encadrés. Voilà, je m'arrête globalement ici en vous disant que il y a quelques années, les paris sportifs étaient une pratique relativement minoritaire. Aujourd'hui, c'est un quasi-réflexe dans une catégorie, celle des plus jeunes, dans une catégorie d'âge, celle des plus jeunes, alors même que ça pouvait sembler être un truc un peu désuet, un peu de vieux. Voilà. Donc il y a quand même une évolution qui doit nous inquiéter. Mais il faut aussi se dire que rien n'est inéluctable. S'il y a un mouvement social, s'il y a une pression sociale pour de la régulation, s'il y a des campagnes massives de santé publique, alors on pourra avancer. Il y a des premières pierres de droit qui existent. La loi influenceur en fait partie. Il faut aller plus loin. Et donc, c'est notamment à travers des conférences comme la vôtre aujourd'hui, à travers des travaux d'Addiction France et à travers évidemment aussi le combat que mène aussi l'autorité nationale des jeux, que nous pourrons répondre à cet enjeu majeur de santé publique avec une régulation économique et une responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette intervention. Alors, nous allons reprendre notre colloque avec l'intervention de Karine Galopel-Morvan. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Marie. Merci à l'IFAC de votre invitation qui m'a permis de faire un peu plus connaissance, que je connaissais bien sûr ces thématiques des jeux de hasard et d'argent, mais un peu plus connaissance sous l'angle marketing et lobbying, que pour le moment en tout cas je n'ai pas eu l'occasion d'investiguer dans mes recherches. Alors en préparant l'intervention, j'étais un peu animée d'un sentiment ambivalent. C'est-à-dire, en tant que chercheuse, une grande excitation parce que je me suis dit, ça y est, je vais avoir de quoi m'occuper dans les 10 dernières années qui me restent pour faire de la recherche. Parce que c'est quand même clairement du copier-coller de ce que je connais beaucoup, c'est-à-dire le tabac et l'alcool. Et un sentiment en même temps un peu désespéré en tant que citoyenne, parce que je me suis dit, c'est à chaque fois la même chose, hein. Il y a toujours les mêmes batailles, il y a toujours les mêmes stratégies d'aller vers des populations vulnérables, le tabac, l'alcool, jeux, malbouffe, etc. Donc voilà un petit peu le contexte affectif dans lequel j'ai préparé mon intervention. Et je me suis dit qu'en préambule et en élément de contexte, c'était important finalement, puisqu'il y a beaucoup de copier-coller entre les différentes entreprises de jeux de hasard et autres, de faire un petit détour par les déterminants commerciaux de la santé, qui est une idée, un concept qui émerge depuis quelques années. Alors ça fait très longtemps qu'on parle d'épidémie industrielle ou de marketing social, critique, pardon. Moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a plusieurs décennies, mais ça s'est structuré autour d'une terminologie déterminants commerciaux de la santé qui regroupe justement les méfaits
des pratiques commerciales des entreprises. Alors, je vais reprendre un schéma que vous connaissez, un modèle que vous connaissez probablement tous et toutes, hein, pour ceux qui ont fait un peu de santé, qui est un modèle qui explique comment les comportements de santé des individus se façonnent. Donc il y a évidemment des facteurs sociodémographiques, ensuite des facteurs autour de style de vie personnel, communautaire, milieu du travail, éducation, etc. Et puis des facteurs plus éloignés, en tout cas en apparence, des individus, qu'on appelle les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Alors les déterminants commerciaux de la santé et les pratiques des industriels qui peuvent façonner nos comportements de santé, ils se situent là au niveau du dernier niveau violet. Et parce que, vous allez le voir, hein, avec l'exemple des jeux de hasard et d'argent, ça façonne clairement, les pratiques commerciales des entreprises façonnent clairement notre environnement, qui a bien évidemment une influence sur les comportements de santé. Alors donc la prise en compte de ces activités commerciales par les acteurs de la santé est relativement récent. Bon, je vous dis, il y a eu d'autres terminologies utilisées, hein. Ces idées ont commencé à émerger dans les années 1990-2000 aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et le terme déterminant commerciaux de la santé, on l'a vu apparaître dans les années 2010 environ, dans des publications au début très basiques, et puis petit à petit ça s'est développé pour essayer de préciser le concept et les conséquences et les solutions. Alors pourquoi les chercheurs ont commencé à travailler sur ces sujets et les acteurs de la santé à s'intéresser à cette thématique? Parce qu'en fait, voilà, vous le voyez ici, hein, si on prend l'activité de 4 secteurs industriels, tabac, alcool, aliments ultra transformés, énergie fossile, eh bien on se rend compte que ça entraîne à peu près, et ça explique à peu près un tiers des décès dans le monde. Et on ne met pas dedans les jeux de hasard, donc vous voyez que c'est sous-estimé, hein, si on intègre d'autres pratiques commerciales qui peuvent avoir une influence négative sur la santé. On n'intègre pas les écrans, etc., etc. Alors, la conséquence de ces déterminants commerciaux de la santé, de ces pratiques commerciales des entreprises qui ont une influence sur les comportements des individus, évidemment, c'est que les gens peuvent rentrer dans les addictions. Hein, c'est, pour en tout cas ceux qui sont dans la salle, les profils que vous rencontrez. Et donc, forcément, vous les soignez. Et donc, forcément, ça augmente les coûts des soins de santé. Ça augmente les coûts de prévention. Et puisque vous le voyez aussi, et sur la thématique des jeux de hasard, c'est particulièrement flagrant, ça creuse les inégalités sociales, puisqu'on a quand même des populations vulnérables qui sont très touchées, très accrochées par le marketing, et très ciblées. Et donc, on creuse les dépenses publiques, et donc on a moins d'argent pour réguler, pour contrôler, pour faire de la prévention. Bref, c'est un cercle vicieux. Alors, ce qui est assez préoccupant, c'est que le poids de ces entreprises, les 4 que je vous ai cités par exemple, et d'autres qui ne sont pas intégrés dans les chiffres que je vous ai donnés, la puissance de ces entreprises augmente parce qu'elles se rachètent, elles deviennent de plus en plus efficaces en termes de marketing, de lobbying, etc. Et elles sont donc de plus en plus puissantes et influentes sur les gouvernements, en particulier les États qui n'ont pas forcément des gros moyens et qui sont les plus pauvres. Pas que les plus pauvres d'ailleurs. Alors, en 2023, il y a un numéro spécial du Lancet qui est sorti sur cette question, qui a permis de clarifier un peu le concept et de proposer un certain nombre de solutions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner une idée de préciser la définition proposée ici. Donc, les déterminants commerciaux de la santé, dans ce numéro spécial, sont précisés comme étant les systèmes, les pratiques et les voies par lesquels les acteurs commerciaux façonnent et influencent la santé et l'équité. Alors, toujours dans ce numéro spécial, qu'est-ce que ça veut dire, les pratiques commerciales ? En fait, il y en a un certain nombre qui sont regroupés dans ce petit schéma très détaillé dans en particulier un des articles. Alors, il y a le marketing et le lobbying dont on parle depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les pratiques commerciales financières d'évasion fiscale, d'endettement des consommateurs, etc., qui peuvent contribuer à détériorer la santé mentale et à réduire les budgets publics. On a également des entreprises qui peuvent avoir des pratiques de ressources humaines problématiques,
en faisant travailler des enfants, en proposant des conditions de travail problématiques et en exploitant les plus pauvres et les pays les plus pauvres. On a également les pratiques commerciales autour du marketing et de l'accès aux produits vendus, avec tout ce qu'on appelle la logistique supply chain, qui permettent de vraiment proposer un produit dans votre environnement, et il suffit juste de tendre la main et vous allez pouvoir l'acheter facilement et dans l'idéal à un prix très faible. Donc là-dessus, on a dans cet axe-là de pratique commerciale, on a tout ce qui est accès et aussi le marketing. Alors, ce que j'ai mis en rouge, c'est les choses qu'on étudie à l'École des hautes études en santé publique depuis de nombreuses années, mais donc, je vous disais en introduction, plutôt appliquées au tabac et à l'alcool pour le moment. Il y a aussi des pratiques commerciales scientifiques de la part des entreprises qui consistent à financer des recherches. Typiquement, on voit ça beaucoup en ce moment, c'est le Nutri-Score. Il y a eu beaucoup de contre-recherches ou de débats autour des évidences scientifiques sur le Nutri-Score. Et puis, financement direct de chercheurs pour... Il y a par exemple l'histoire du tabac, des professeurs de santé environnementale qui ont été financés par Philip Morris pour entretenir le débat selon lequel le tabac passif, la fumée passive, c'était pas si dangereux que ça. Alors les pratiques de lobbying, bien évidemment, tout ce qui est activité politique des firmes pour influencer les lois. Et puis on a une pratique également peut-être un peu moins évidente à voir, c'est tout ce qui concerne l'image. Alors là, moi l'idée c'est pas du tout de vous dire que toutes les entreprises sont problématiques, absolument pas, mais il y en a un certain nombre qui ont donc qui vendent des produits qui peuvent entraîner des risques d'addiction et des risques de santé. Et donc ces entreprises-là, forcément en termes d'image, il faut qu'elles travaillent leur image, pour éviter d'être associés, comme c'est le tabac, comme c'est le cas pour le tabac, en tout cas dans certains pays qui commencent à avoir une très mauvaise image, donc vont développer des pratiques de ce qu'on appelle responsabilité sociale, campagne de prévention, partenariat public-privé, pour améliorer les images leur image et rentrer en contact avec les décideurs et les élus. Alors, quelques exemples d'illustration des pratiques commerciales, alors pas toutes, mais celles qui sont en tout cas faciles à visualiser. Là, on peut aller sur le packaging et le type de produits ou de services proposés aux cibles visées, avec bien sûr un ciblage sur des populations jeunes. Là, vous voyez quelques exemples de packaging des produits de l'alcool, des packaging de nouveaux produits du tabac, des packaging des produits alimentaires qui ciblent clairement des populations de jeunes. Et on retrouve aussi sur les jeux de hasard et d'argent un marketing extrêmement sophistiqué pour réfléchir aux offres de jeux et puis au design des applis ou au design des fiches qui peuvent être vendues en réel chez les buralistes. Alors l'accès, c'est un point clé également. Il faut que le produit, bien sûr, soit adapté à la cible que vous visez et que ce produit soit extrêmement facile d'accès. L'idée, c'est que vous n'ayez pas du tout à faire d'efforts pour récupérer ou pour acheter le produit. Alors ça se traduit par du prix déjà hyper faible pour surtout toucher des populations qui n'ont pas forcément un gros revenu, les jeunes étant les futurs consommateurs de demain. Donc vente à l'unité, produits à des prix très faibles avec un minimum de fiscalité pour pouvoir être très offensif au niveau des prix, et puis un accès à travers des distributeurs automatiques, des magasins qui vont mettre en avant dans leur linéaire tout un tas de produits. Faites attention à la présentation et au nombre de produits alcool dans les magasins, c'est absolument incroyable. On a exactement la même idée et le même type de pratique commerciale pour les jeux de hasard et d'argent. Tout à l'heure, Arthur Delaporte en parlait un peu, avec à la fois une facilité d'accès à un permis depuis peu sur Internet, et puis une facilité d'accès également avec les buralistes qui mettent largement en avant, d'ailleurs, en termes publicitaires sur le point de vente, les produits proposés autour des jeux de hasard et d'argent, comme ils le font avec les nouveaux produits du tabac et comme ils l'ont fait avec le tabac avant que le soit interdit. Dans les pratiques commerciales, il y a bien évidemment la publicité, mais c'est ce dont on parle le plus parce que c'est ce que l'on voit le plus facilement, avec une omniprésence des marques et des produits et des budgets extrêmement importants. Alors c'est vrai, il y a la publicité digitale, on est d'accord, ça a été beaucoup débattu, précisé par le député, mais il y a aussi dans la rue. Vous avez énormément de publicités qui sont diffusées dans la rue, puisque
En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de régulation sur les médias pour les jeux de hasard et d'argent. Et là, c'est clairement un public de 1 à 99 ans, voire plus, qui est exposé à ces publicités. Il n'y a absolument pas de limite. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, la loi E20 sur l'alcool interdisait les publicités dans la rue, parce qu'en fait, on est là sur une forme de publicité extrêmement facile et qui ouvre du coup l'exposition à un public très très large. Alors, le travail sur les leaders d'opinion, là, c'était clairement explicité avec les influenceurs. Il y a les influenceurs au sens large, bien sûr, sur les réseaux sociaux, qui sont devenus les leaders d'opinion incontournables pour les marques. Donc, l'industrie du tabac l'a clairement fait depuis de nombreuses années avec, au départ, les médecins. Ensuite, ça, c'est Relander, dont je vous parlais, là, qui a été financé par Philip Morris pour faire émerger des débats sur les lois d'interdiction de fumer dans les lieux publics, donc les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et alors, les influenceurs payés par les jeux de hasard et d'argent, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Les opérateurs sont très friands de ce genre de partenariat payé. Et puis, alors, il y a des formes un peu moins direct, on va dire, d'influence des leaders d'opinion. En préparant l'intervention, je me suis amusée à regarder un peu les profils des gens qui travaillent sur les jeux de hasard et d'argent. Et il y a donc Betclic. Alors ça, directeur des affaires publiques et de la communication corporate, ça veut dire lobbyiste. C'est un terme, ouais, ça vous étonne toujours. Je sais, quand je donne cours à l'EHESP là-dessus, ça étonne. Ça veut dire lobbyiste, c'est le terme politiquement correct pour dire lobbyiste. Donc lui, il est lobbyiste chez Betclic. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'il est aussi prof associé à Sciences Po. Parce qu'en fait, Sciences Po, c'est les futurs élus, futurs politiques, enfin futurs journalistes. Donc c'est extrêmement important d'être présent aussi dans ces filières de formation. C'est une manière de toucher aussi les leaders d'opinion. Alors, se donner une bonne image, donc la responsabilité sociale des entreprises. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engouffrent dans la réduction des risques, créant des débats entre eux, d'ailleurs, acteurs de la santé eux-mêmes. L'industrie du tabac qui vous dit qu'elle ne veut plus de tabac, fumer. Tout d'un coup, un acteur de la prévention. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant de se dire acteur de la prévention parce que ça veut dire que vous devenez, en tout cas pour certains publics, légitime pour faire partie d'un groupe de travail sur la prévention. C'est un peu ce qu'expliquait Arthur Delaporte tout à l'heure sur le PMU, qui disait « Regardez, nous, on fait de la prévention ». Donc, légitimement, je suis en droit de donner mon avis sur les campagnes et les plans prévention qui vont être mis en place au niveau d'un pays. Alors, il y a l'industrie du tabac qui veut plus de tabac fumé. Et il y a aussi des associations financées par les industries de l'alcool qui veulent développer, qui appellent à une consommation responsable. Parce que c'est toujours intéressant, ces histoires de consommation responsable, parce que finalement, ça porte la responsabilité sur l'individu. Par contre, ils ne vont pas se positionner sur un marketing... si, ils vont se positionner là-dessus, mais qu'en théorie. Ils ne vont pas se positionner sur des régulations du marketing pour ne pas toucher les mineurs. Alors, l'autorégulation, il n'y a pas de problème, mais pas sur la régulation. C'est exactement pareil pour les jeux. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu les principales campagnes de prévention menées par les jeux, qui sont d'ailleurs entre nous pas évaluées, alors que c'est quand même des opérateurs qui ont beaucoup d'argent, ils pourraient les évaluer, ces campagnes, ou très peu évaluées en tout cas, on est aussi sur l'histoire du jeu responsable. Alors nous, on a fait des études sur l'alcool, sur la consommation responsable. On pourrait faire la même chose sur les jeux, si on a un peu de temps et d'argent à perdre. Et en fait, les gens, ils comprennent rien, ils savent pas ce que ça veut dire. Déjà, ils savent pas ce que ça veut dire. Et en plus, c'est pas du tout efficace. Je veux dire, c'est de porter la responsabilité seulement sur l'individu parce qu'on sait bien évidemment que les comportements, ils sont liés à autre chose que les individus. Alors ensuite, il y a les pratiques de lobbying. Alors je vous invite à regarder le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique parce qu'on trouve plein de choses extrêmement intéressantes. Normalement, les entreprises en France, d'ailleurs pas que les entreprises, aussi les associations, sont obligées de déclarer les actions de lobbying qu'elles mènent sur ce site qui existe depuis 2017. Évidemment, les entreprises qui entraînent des problèmes sur la santé ou autres vont faire des pratiques, vont bien évidemment rencontrer les décideurs dans l'objectif de bloquer ou d'assouplir les lois. Et quand on regarde sur ce site, on trouve bien sûr l'alcool, on trouve bien sûr le tabac
et les buralistes, qui sont extrêmement forts en lobbying, parce qu'un petit peu comme le PMU, ils ont un ancrage local, et donc ils sont très très forts, notamment pour influencer les élus locaux. Donc l'industrie du tabac travaille très clairement en lien avec ces buralistes. On a publié un papier sur ce sujet dans Tobacco Control récemment. Et on trouve aussi les acteurs du jeu, qui viennent très régulièrement rencontrer les décideurs sur différents sujets, dont je vous parlerai tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous montrerai les différents sujets qui les animent. Voilà, alors l'industrie du tabac est très avant-gardiste dans ses pratiques commerciales problématiques là, que je viens de vous décrire. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, d'analyses des chercheurs dans une revue qui s'appelle notamment Tobacco Control sur ces pratiques. Mais du coup, c'est intéressant pour les autres entreprises parce que ça permet vraiment de s'inspirer et d'imiter l'industrie du tabac qui a vraiment réussi à augmenter de manière très forte la consommation de tabac au siècle dernier. Alors, il y a un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui montre comment justement, alors ça se passe en Australie, mais c'est des multinationales en général derrière, donc c'est des stratégies qui vont être répliquées d'un pays à l'autre, comment les industriels de la food, de l'alcool et des jeux en Australie utilisent exactement les mêmes techniques commerciales pour essayer d'optimiser les chances d'avoir un profit qui augmente. Hein. C'est ça toujours l'idée, hein, d'augmenter les parts de marché et d'augmenter leurs profits. C'est ça l'objectif bien évidemment final de ces pratiques commerciales. Je ne l'ai pas dit, c'est un peu implicite. Alors sur ces déterminants commerciaux de la santé, il y a une littérature scientifique qui se développe, mais vous voyez, elle est relativement récente, avec des ouvrages, des rapports. Et en fait, c'est intéressant de regarder que sur les jeux, alors par rapport au tabac, à l'alcool, là, il y a un article qui était sorti en 2023 qui montrait qu'il y avait beaucoup de publications qui étaient sorties sur les jeux autour des déterminants individuels et socioculturels. Finalement, tu disais que dans la cohorte, il y avait ces éléments-là. Je ne pense pas, mais ça pourrait être aussi l'opportunité. Ce serait intéressant peut-être d'intégrer dans la cohorte des éléments autour du marketing. Mais que donc, dans cet article, les chercheurs précisaient qu'il y avait assez peu d'études sur ce sujet des jeux qui se sont intéressés aux déterminants commerciaux ou environnementaux pour expliquer les comportements de jeu problématiques. Voilà. Alors voilà pour la partie un peu contextuelle et générale. Finalement, ce que je vais vous présenter là beaucoup plus rapidement, ça rentre clairement dans cette idée du poids des industriels et des déterminants commerciaux de la santé. Du coup, les solutions, ça va être la même chose. Alors, évidemment, on ne va pas partir du même niveau peut-être que sur le tabac, parce que déjà qu'on arrive à peine à avoir des réglementations de base, voilà. Mais ça va être toujours la même chose. Et l'idée, c'est finalement de s'inspirer ce que d'autres entreprises ont pu faire et ce que les acteurs de la santé publique ont pu faire pour réduire la prévalence sur certains sujets, et du coup de récupérer les mêmes idées, parce que c'est toujours la même chose pour bloquer un peu ce poids des pratiques commerciales. Alors bon, je voulais vous faire un petit focus sur le marketing, bien sûr, alors les deux sujets sur lesquels on travaille beaucoup, mais pas sur les jeux de hasard et d'argent. Vous montrer un peu les formes et les influences. Alors là, ça va aller assez vite parce que du coup, j'ai pris les principaux opérateurs. Et j'ai mis sur Google, publicité, principaux opérateurs. Et là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ce qui illustre, alors c'est compliqué de savoir combien ils dépensent en termes de budget en termes de publicité, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, affichage dans la rue, etc., publicité à la télé. Mais il y a vraiment énormément de publicités qui ressortent. Là, j'ai juste mis les messages imprimés. Enfin en tout cas non vidéo, avec des dimensions qui sont normalement pas tellement autorisées, non, enfin, si j'ai bien compris le sujet. Normalement, on ne cible pas les mineurs. Bon, voilà. Normalement, on ne fait pas penser qu'on va avoir des gains rapides. Normalement, on ne fait pas penser que ça va amener de la réussite sociale, etc., etc. Bon, normalement, on n'utilise pas des codes que les enfants ou que les adolescents apprécient. Alors, tous les ressorts, que ce soit de l'industrie du tabac, de l'alcool, moi, je les ai retrouvés là. C'est toujours la même chose. La dimension sociale, alors évidemment avec des spécificités autour du jeu. Le gain facile, l'expertise, si vous êtes expert, vous allez encore plus gagner. Le fait de multiplier
les paris, quels que soient les sports, les jeux, même si vous n'êtes pas passionné, le fait de travailler avec des leaders d'opinion, de payer des leaders d'opinion, voilà, c'est ce que l'industrie du tabac faisait il y a longtemps. Le fait aussi de dire, de jouer sur des codes appréciés par certains publics, hein, en particulier les jeunes autour des banlieues, rappeurs, etc., qui est aussi parieur, voilà, de jouer sur l'humour, des codes publicitaires qui peuvent plaire aux jeunes. Il en parlait tout à l'heure, Arthur Delaporte, hein, de tout ce qui est rentré dans le dispositif au début gratuitement pour ouvrir la voie. Un ciblage clair sur les femmes. Alors là, c'est pareil, hein, on retrouve copier-coller ce que l'industrie du tabac et de l'alcool ont fait, parce qu'il y a quand même, alors je ne sais pas si vous le voyez au niveau de vos patients, mais on voit moins pour le moment, si j'ai bien vu les chiffres, hein, de femmes addictes au jeu que d'hommes. Donc pour l'industrie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de femmes qui consomment. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour le tabac et pour l'alcool. Elles étaient sous-consommatrices, donc hop, marketing ciblé. Marque ciblée, c'est hyper, oui, c'est très très caricatural, très genré. Hein. Donc c'est rose, hein, nous c'est encore rose, hein, pour les femmes, voilà. La victoire avec des émotions, enfin voilà, tous les codes affectifs et du marketing, ce qu'on appelle le marketing expérientiel, et un accès extrêmement simple avec plein d'applis qui se sont développées. Ça, c'est vraiment l'accès. Vous êtes dans le métro, vous avez 2 minutes à perdre, vous voyez une pub qui va vous rappeler, ah bah ouais, tiens, ou dans un match ou dans un stade sportif. Des codes qui rappellent les codes des banlieues, avec un vocabulaire particulier et des formats un peu tag, hein, puisque c'est une des cibles visées. Des campagnes qui ciblent aussi en local, pour que les gens se sentent plus concernés, avec des publicités clairement mensongères, puisque là, les sommes affichées, c'est les sommes gagnées, mais ils oublient de retirer ce que les gens ont mis pour pouvoir gagner ces sommes. Donc c'est pas vraiment du gain net, hein. Voilà un peu, alors je ne vais pas passer en revue pendant des heures et des heures ces sujets, ces publicités, mais vous voyez très clairement qu'on est sur des publicités qui peuvent être très très appréciées et très impactantes pour les jeunes. Alors moi là, je vais vous parler, pour répondre à la question quel impact. J'ai l'impression de répéter ce que je dis sur le tabac, sur l'alcool. Hein, voilà. Il y a eu des revues de littérature. Alors, pareil, hein, sur l'impact du marketing des jeux de hasard, il y a beaucoup moins de travaux que sur l'impact du marketing du tabac et de l'alcool, mais il y en a de plus en plus. Alors, on avait, j'étais pas leader du tout de ce papier, mais avec Morgane Guiou-Landréat, que vous connaissez, j'imagine, dans la salle, elle avait sorti un papier, une revue systématique en 2021. Sur l'impact et la forme des stratégies de marketing digital sur les représentations, intentions et pratiques de jeu. Donc à l'époque, 21 études, hein, c'est pas beaucoup, hein, par rapport au tabac. On est à plusieurs centaines d'études, hein, sur le tabac, donc il y a encore du travail sur ces sujets des jeux. Étaient ressortis essentiellement des publications australiennes et néo-zélandaises, et qui montraient donc dans cette revue littérature que les publications faisaient référence au fait que le sport, c'est un axe majeur du marketing digital. Bon, on retrouve la même tendance, hein, depuis qu'il y a eu des ouvertures aux opérateurs en France, qu'il y a une association vraiment systématique et répétée, c'est la clé de la persuasion, hein, entre je fais du sport, je parie. Il faut que ce soit vraiment complètement automatique, ce truc. Comme le tabac disait, tu fumes parce que tu veux te montrer ta liberté aux femmes. Ils l'ont répété, enfin aux femmes et aux autres d'ailleurs. Ils l'ont répété. Ça, c'est vraiment un mécanisme de conditionnement publicitaire qui fonctionne. Donc, on était aussi beaucoup sur une thématique qui était diffusée sur les réseaux sociaux, parce que c'est génial, les réseaux sociaux. Vous pouvez parier pendant que vous regardez un match, pendant que vous participez. Il n'y a pas mieux, hein, quand vous êtes dans un magasin, c'est aussi là où c'est le plus intéressant de recevoir des promos sur des bouteilles d'alcool ou pas. Hein. Alors les stratégies identifiées, multiplicité des supports digitaux, applications, réseaux sociaux, messages directs. Je ne vais pas détailler tout ça, mais en fait, en particulier, alors j'ai mis les réseaux sociaux en rouge,
parce qu'on est sur des stratégies extrêmement efficaces pour cibler. Derrière, il y a des algorithmes. Je vais pas, en tout cas pour les gens dans la salle, je ne vais pas vous apprendre. Vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Vous voyez bien que les algorithmes font que vous n'avez pas du tout les mêmes messages et les mêmes publicités quand vous êtes sur vos différents réseaux sociaux. Donc on a un ciblage très, très sophistiqué et donc des messages beaucoup plus efficaces puisqu'ils touchent des choses qui vous intéressent et efficaces donc pour vous faire basculer dans les comportements. Beaucoup de promotions, de bonus, paris gratuits, de messages autour de la communauté, des marques, etc. Tout ce qui peut plaire aussi notamment à des populations jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, avec la mise en avant d'activités sociales excitantes, sans risque, en association avec l'amour, la compétition, le sport, un peu ce qu'on a vu dans les pubs françaises. Finalement, là, on n'était pas du tout sur des pubs françaises, mais vous voyez qu'on retrouve du copier-coller. Alors, je voulais juste vous montrer ce modèle. C'est un modèle que j'avais... je trouve intéressant parce que j'avais fait une étude sur les réseaux sociaux et l'alcool pour vous montrer la diversité aussi des messages sur les réseaux sociaux. Il y a les messages diffusés par les marques, c'est-à-dire les paid media. Donc les marques vont acheter de l'espace publicitaire sur les réseaux sociaux ou vont faire leur propre page sur Facebook, ou enfin maintenant c'est plus Facebook, mais sur Instagram, TikTok, etc. pour cibler les jeunes. Et donc ça, c'est vraiment du contenu diffusé par les marques, mais c'est très peu d'investissement finalement, très peu de choses par rapport aux deux autres types de diffusion qui sont beaucoup plus efficaces en plus, qui sont donc le fait de faire diffuser les messages par des tiers, donc les influenceurs, qui ont une image, une crédibilité, une légitimité, et aussi les médias, et aussi les bars, et aussi pourquoi pas fédérations de sport ou autres, les journalistes. Donc dans l'enquête d'Addiction France dont parlait Arthur Delaporte tout à l'heure, sur les 3000 messages à peu près étudiés sur les réseaux sociaux par Addiction France, les paid media, own media, là c'est à peu près 4% de ce qu'ils trouvent, et tout le reste c'est soit du earned media, donc messages diffusés par les autres, type Skyrock, vous voyez par exemple, ils ont trouvé beaucoup de messages comme ça diffusés par des médias de ce type, et aussi des shared médias qui sont même pas des messages payants. C'est-à-dire que vous, en tant qu'internaute qui est fan de sport, vous allez diffuser ça auprès de votre communauté sans forcément être payé, vous devenez un ambassadeur gratuit pour les marques, et ça a d'autant plus d'impact sur votre communauté parce que vous êtes crédible, apprécié, etc. Donc voilà, non seulement c'est interactif, non seulement c'est ciblé, en plus, c'est multisource et en plus, c'est interactif. Ça veut dire que ça provoque l'engagement, et plus les messages provoquent l'engagement, des réponses, des shares, des partages, et plus ils vont être aussi efficaces pour influencer les personnes. Voilà, alors les populations ciblées dans cet article, les jeunes, pour bien sûr initier, c'est les consommateurs de demain. C'est la même chose que le tabac et l'alcool, donc il faut absolument toucher les jeunes. Les hommes jeunes, on voit aussi la même chose en France. Et puis les joueurs à risque qui sont bien évidemment très sensibles aux pubs et aux promotions. On avait fait une étude avec Morgane sur des populations de personnes addictes, enfin dépendants à l'alcool. Ils étaient tiraillés dès qu'ils sortaient dans la rue, dès qu'ils sortaient du centre de sevrage, entre les promos dans les magasins, entre les affiches dans la rue, entre les messages par SMS qui leur disaient promotion chez Monoprix, ceci, cela. Ils ouvrent le journal, ils voient une pub alcool, très compliqué. Et donc en termes d'impact, sans très grande surprise, en tout cas par rapport à ce que je connais déjà sur le tabac et l'alcool, tout ce marketing augmente les intentions de paris et les dépenses, en particulier pour les joueurs réguliers, et les publicités directes, par SMS ou par message direct, incitent à parier plus et plus impulsivement. Et les réseaux sociaux amplifient clairement, notamment aussi par ces histoires de 4 sources possibles, l'exposition, et favorisent l'engagement, avec en face rien, presque rien en termes de messages de prévention. Donc conclusion de cet article qu'on pourrait faire pour la France aussi, ces conclusions. Régulation actuelle insuffisante, nécessité de limiter les publicités ciblées, d'inclure des messages de prévention et de mieux protéger les mineurs. Finalement, c'est ce que disait tout à l'heure dans les propositions Arthur Delaporte. Alors pour terminer très rapidement, un petit focus sur le lobby. Alors la pub, peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience parce qu'elle est dans notre environnement de manière presque, pas subliminale, c'est pas le mot, mais en tout cas inconsciente, tellement on y est tellement habitué. Mais voilà, si maintenant vous y faites attention, vous la verrez. En revanche, le lobby, c'est beaucoup plus insidieux, subtil, caché, parce que le lobby,
en tout cas direct, hein, qui s'adresse aux élus, bah, vous n'allez pas le voir. Mais il a néanmoins une influence extrêmement forte pour orienter, bloquer ou détruire ou affaiblir des régulations que certains élus veulent mettre en place. Alors, je vous disais que si on regarde un peu ce site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est loin d'être exhaustif, hein, parce que pour moi, la responsabilité, enfin, c'est pas que pour moi, mais la responsabilité sociale des entreprises, toutes les campagnes du responsable, etc., ça fait partie du lobbying, parce que c'est une technique pour améliorer l'image. Et c'est pas intégré dans ces actions. Mais en revanche, dès que vous rentrez en contact avec un élu, quel qu'il soit, vous devez normalement le déclarer sur ce site. Donc on retrouve dans les principaux opérateurs, et ce serait vraiment intéressant de faire une étude là-dessus, hein, ça mérite d'être creusé, hein, là j'ai vraiment fait ça juste pour l'intervention. On retrouve beaucoup ces opérateurs là. Alors voilà le nombre d'actions déclarées, c'est extrêmement, c'est pas très détaillé, hein, ce qu'on trouve sur ce site. On a des infos sur les fourchettes de budget. Donc vous voyez par exemple Française des Jeux, sur un an, 2024, ils ont dépensé entre 200 000 et 300 000 euros. Et ils ont 1,5 personnes, dédiées au lobby. Bon, voilà, même chose pour la FJEL, Française des Jeux en ligne, qui dépense entre 200 et 300 000 euros. Et alors, c'est intéressant de regarder, donc sur le site, même si c'est très peu détaillé, ils ont l'obligation de déclarer pourquoi ils rencontrent les élus. Et bien, en fait, c'est exactement, mais du copier-coller de l'alcool et du tabac. Mais pas à la même période. Enfin, quoi que l'alcool, si, mais le tabac, maintenant, c'est plus d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils veulent discuter pour le message de mise en garde, voilà, puisque ça, l'idée, c'est vraiment au maximum de bloquer les messages de prévention. Ils veulent également discuter sur le sponsoring. Dès lors qu'il y a, alors soit ça peut être du lobby très proactif ou alors réactif, dès lors qu'il y a quelqu'un, que ce soit des assos, que ce soit des élus autres qui émettent des idées, clairement, il y a une réaction. Ou alors pour préparer le terrain, parce qu'il y a d'autres pays qui ont régulé ou autres. Là aussi, c'est une occasion de rencontrer les élus pour diffuser ces arguments, pour bloquer ces mesures. Et puis, donc, défendre un cadre équilibré de la régulation de la pub relative aux jeux d'argent. Alors ça, c'est copier-coller aussi des stratégies, enfin des arguments et du narratif utilisé par le jeu d'argent, par l'alcool et le tabac. Il est très clair que pour ces opérateurs, le but, c'est de ne pas avoir de régulation parce qu'ils vous disent qu'ils sont capables de réguler eux-mêmes. Or, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. L'autorégulation, vous avez vu. Voilà. Et puis aussi, l'histoire des influenceurs. Bien évidemment, il y a eu des rencontres et des échanges entre les opérateurs des jeux et les influenceurs au moment où il y a eu des discussions autour de ces sujets. Alors, un article intéressant aussi que j'ai pu voir autour du lobby des jeux de hasard et d'argent qui comparait exactement les mêmes arguments que le tabac et l'alcool. Alors, le but, c'est toujours la même chose, hein, pour reculer, détourner l'attention du problème central de santé que ça entraîne et gagner du temps, pour vraiment que les mesures soient repoussées le plus possible, donc créer des débats, dire mais c'est pas si clair, etc., etc. Donc l'argument, leitmotiv qui revient pour toutes les entreprises, c'est le commerce illicite. Donc l'industrie du tabac, commerce illicite, le prix minimum unitaire d'alcool, commerce illicite, et c'est la même chose pour les jeux de hasard. Alors ce serait intéressant de faire l'étude en France, mais là dans cet article, c'était analysé en Grande-Bretagne et en Australie. Donc l'ouverture... une réglementation trop stricte entraîne un marché noir et des opérateurs illégaux, et une restriction des jeux entraîne aussi des sites non réglementés et donc un trafic, des sites illicites qui ne vont pas être contrôlés par l'État et qui représentent aussi une perte fiscale. Alors, ce que rappellent ces auteurs, c'est que certes, évidemment, hein, le marché noir ou les sites illicites, etc., présentent des risques, en particulier pour les plus vulnérables, mais quand même, aujourd'hui, la plupart des dommages
dommages qui sont créés, enfin, alors la plupart, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, dans ce papier, c'était le cas. En France, je ne sais pas, proviennent des marchés réglementés, parce que vous avez quand même vu la publicité, elle est quand même très efficace et très agressive pour toucher certaines populations. Alors, sur les jeux, pour illustrer ce qu'on peut voir en France, toujours sur ce site de la Haute Autorité, eh bien, on a aussi beaucoup de rencontres qui sont organisées pour diffuser des messages autour de ce message illégal. Et la nécessité donc de pas passer un certain nombre de régulations ou de lois, avec la mise en place d'un baromètre par l'Association française des jeux en ligne, qui est donc l'instance de lobby des jeux, sur des baromètres sur l'offre illégale de jeux en ligne, qui, de ce que j'ai lu en tout cas sur ce que dit l'ANJ, propose des chiffres un peu surélevés, un peu surestimés, exactement comme le tabac. Sur le trafic illicite du tabac, les chiffres produits par KPMG qui sont payés par l'industrie du tabac, c'est beaucoup plus élevé que ce que proposent les douanes, par exemple, ou ce que les acteurs comme Santé publique France ou autres rencontrent dans leur baromètre sur l'accès aux produits. Alors, je vais terminer. Au final, je ne suis pas si en retard. Super. Quelles solutions proposer ? Alors, il y en a déjà un certain nombre qui ont été mise en avant par le député Arthur Delaporte, l'observation des pratiques, ça c'est majeur, c'est clé, et les dénoncer, parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens, même vous, même dans vos patients, qui ne sont pas forcément au courant de au moins cette publicité, ce marketing omniprésent et des dégâts qu'il peut provoquer et des influences qu'il peut avoir sur les comportements. Alors, ça représente un temps considérable d'observer, alors même si on n'est pas obligé de tout observer. Mais rien que là, pour Addiction France, qui ont observé ce qui se passait sur les réseaux sociaux à travers la collecte de 3000 messages, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, alors je pense qu'avec l'IA et puis les techniques dont parlait Arthur Delaporte, ça va pouvoir faire gagner du temps que d'observer ça, parce que ça permet d'avoir des preuves sur le fait qu'il y a clairement un ciblage des plus vulnérables, des jeunes, avec des messages qui ne sont pas en phase avec l'autorégulation. L'autre solution, c'est clairement de légiférer en faveur de mesures phares qui sont clairement prouvées comme étant efficaces. Donc des mesures populationnelles. Alors, il faut aussi des mesures ciblées, bien évidemment. Mais ce qu'il faut surtout, c'est aussi que l'environnement change pour éviter que les gens ils tombent dans la pratique et ils tombent dans l'addiction. Donc ça passe par des taxes pour réduire l'accès facile aux produits. Ça passe par la régulation de la pub. Pas de l'autorégulation, c'est-à-dire les entreprises ne décident pas elles-mêmes de ce qui doit être interdit ou pas, parce que de toute façon l'autorégulation n'est pas respectée. Ça passe par, dès qu'il y a une pub, un message sanitaire. Bon, c'est le cas déjà, mais avec justement l'observation des pratiques, on voit que c'est pas du tout mis en place et respecté. Des campagnes médias de prévention, une réduction de l'accès aux mineurs, mais là encore, si on n'intervient pas à la source, c'est-à-dire baisser le nombre de pubs, on est sur une comparaison totalement disproportionnée. Alors, je ne sais pas les chiffres pour les jeux de hasard, mais pour vous donner un ordre d'idée sur l'alcool, puisqu'il y a Santé publique France qui font des observatoires et des piges sur les publicités alcool hors réseaux sociaux, on est à peu près à 250 millions d'investissements par an pour faire de la publicité hors réseaux sociaux sur l'alcool. En face, en termes de messages de prévention, 3 millions, 4 millions. Bon. Et je pense que c'est encore pire sur les jeux, parce qu'il y a beaucoup moins de budget. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup sur l'alcool, mais sur les jeux, je pense que c'est encore pire. L'accès aussi, c'est intéressant, mais il faut que ce soit respecté. On a parlé de l'histoire des accès aux mineurs sur Internet. Il y a des solutions. C'est une histoire de volonté politique derrière. Et puis, les buralistes, il faut un moment qu'ils respectent la loi aussi. Parce qu'ils ne la respectent pas pour le tabac, mais pas non plus pour les jeux. Donc, ils vendent aux mineurs, très clairement. Donc ça, c'est pareil, des contrôles. Voilà. Refuser la présence des industriels dans la formulation des politiques de santé publique. Ça, c'est clé. C'est clé, parce qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est qu'il faut proposer des mesures autour de l'individu, du jeu responsable, de l'autorégulation. Et on sait que ça ne fonctionne pas. C'est clair et net. Il y a eu énormément de publications là-dessus, que ce soit sur le tabac, l'alcool, etc.
Informer, éduquer les citoyens et acteurs de la santé sur ces activités commerciales. Alors moi, ça fait 13 ans maintenant que je suis à l'école des hautes études en santé publique. Donc je parle beaucoup de ça et on a une grande naïveté, je pense, parce que voilà, c'est pas du tout les profils des gens qui ont fait de la santé ou des soignants. Hein, c'est assez peu évoqué dans les cours ou dans les formations. Donc je pense que si on a aussi des populations et des citoyens et acteurs de la santé plus alertés, ça permettra aussi de légiférer, de dénoncer, etc. Et puis parce que je vous disais en début de conférence, c'est vraiment la même chose, que ce soit tabac, alcool, etc. Ce serait vraiment extrêmement intéressant et important de se coordonner, de collaborer pour un plaidoyer plus efficace. Alors il y avait Alliance contre le tabac qui avait lancé un peu l'idée en juin, je ne sais plus si tu y étais, sur une conférence sur les déterminants commerciaux de la santé. Il y avait aussi la fast fashion, par exemple, même pratique. Donc il y avait des acteurs de différentes associations. L'idée était d'essayer de se regrouper pour faire un plaidoyer plus efficace. Alors voilà, quelques exemples, hein, ça se fait, mais c'est vrai que par rapport à l'alcool, au tabac, c'est beaucoup plus timide pour l'instant sur les jeux. Il y a eu des observatoires qui ont été menés par l'OFDT. Je vous encourage vraiment à jeter un œil sur ce qu'ils ont fait. C'est de très bonne qualité. Un excellent rapport aussi dont Arthur Delaporte parlait sur d'Addiction France qui est sorti en septembre dernier. Alors les campagnes que mène Santé publique France, mais je vous dis par rapport à toutes les pubs qui sont faites, on est en rapport totalement disproportionné. Il y a aussi, là, c'était assez intéressant, une région, enfin une zone, manifestement, c'est vraiment le ciblage aussi des opérateurs qui avaient utilisé les codes d'une pub, d'ailleurs celle qui avait été recalé là par l'ANJ pour dire que c'était pas si glorieux que ça de jouer et qu'il y avait des risques, des galères, avec un risque de retour chez la daronne. Hein. Entre autres, évidemment, il faut une loi E20. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Alors, dans l'idéal, comme le tabac, c'est-à-dire rien, bon, c'est compliqué d'avoir rien en passant de tout à rien, ou de presque ou pas grand-chose, mais au moins une loi E20 comme sur l'alcool. Au moins. Voilà, et puis alors dénonciation, c'est ma dernière diapo. Ça passe aussi par des diffusions de messages. Alors là, je vous montre un petit extrait d'un film qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube si vous le souhaitez, qui dénonce un peu ces pratiques commerciales des entreprises, qui est faite par des collègues à moi en Grande-Bretagne qui ont monté un réseau pour parler en tant que scientifique de ces déterminants commerciaux de la santé. Donc je ne sais pas si en régie, vous pouvez lancer la petite vidéo, ça dure 3 minutes, je pense. We're living at a time in human history where corporations have more power, more reach, and more influence than they've ever had before. Commercial actors are involved at every stage of the policy-making process. They have significant resources and highly sophisticated strategies. The trouble is that the shareholders' interests don't necessarily coincide with those of the customers, let alone the wider public and the planet. That I kind of understood that a lot of those deaths I'd seen were avoidable. And they were caused by some of the same companies that we all know and we all buy products from every day. Because it is really, truly shocking when you find out that babies can be dying simply because their mothers have been persuaded that their breast milk wasn't good enough. We need big, bold, brave action. Keep the companies away. Don't let them influence what you're trying to do. And what we're trying to do is actually create an ecosystem where you can exercise the right to enjoy the fruits of economic progress, but without being worried that a lot of what's going on can actually ultimately harm your health. But there is plenty of room for hope. People will find the solutions. In fact, it's the only way big social changes have ever come about. Voilà,
Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ce film qui dure 1h15 environ et qui est très éclairant sur tout ce que je viens de vous dire, en donnant plein d'exemples d'entreprises qui vendent des produits problématiques sur la santé. Et pour, si ça vous intéresse, pour terminer ces sujets, on a eu la chance d'avoir un financement IRESP pour créer un réseau qui s'appelle Réclame, un réseau d'éclairage sur le lobbying et le marketing des industries qui provoquent des addictions. Donc on a ouvert une page LinkedIn récemment, n'hésitez pas à vous inscrire, et on organise des conférences, on va faire des petites vidéos aussi bientôt, on poste des messages de vulgarisation scientifique, etc., sur ces sujets autour des déterminants commerciaux de la santé et des addictions. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je passe un petit merci à Mado qui a fait un rapport de stage extraordinaire sur le marketing et le lobbying des jeux de hasard à l'EHESP. Donc j'ai emprunté quelques-unes de ses idées dans cette présentation. Merci beaucoup, Karine. Je pense qu'on va s'en tenir à cette conclusion pleine d'espoir que tu nous donnes à l'instant. Je te remercie encore pour ton intervention et puis vous donner rendez-vous l'année prochaine, à peu près à la même période, pour une 6e rencontre de l'IFAC qui sera plutôt tournée vers la clinique cette fois-ci. Donc merci à tous pour votre attention et puis à l'année prochaine.